Alors, donc l'agriculture au cœur de la stratégie carbone. Donc comme je vous l'expliquais, hein, les points qu'on va aborder, c'est pourquoi aujourd'hui on parle de carbone, pourquoi il y a un marché, du carbone, comment il se constitue aujourd'hui au niveau national et voire plus, et donc après un zoom donc sur les différentes méthodes, que je vous ai citées. Donc pourquoi on parle de carbone? On parle de carbone parce que, il y a le constat du changement climatique que vous avez tous en tête. Donc, j'ai remis ici quelques chiffres, qui montrent vraiment ce constat avec une augmentation des températures depuis, 1900, une accentuation du réchauffement climatique, des scénarios du GIEC qui montrent vraiment une tendance à l'évolution de ce réchauffement climatique, avec des perspectives qui peuvent aller jusqu'à l'augmentation de 5 degrés d'ici à 2100. Ce réchauffement climatique a de nombreuses conséquences, hein, que vous connaissez, des événements extrêmes qui s'accentuent, une élévation du niveau des océans, des productions agricoles qui peuvent être en baisse et un impact du coup sur nos productions qui est assez, aléatoire. On peut avoir de très bonnes années, quand on a des bonnes conditions et puis l'année d'après, se retrouver sur des conditions catastrophiques. Donc il y aura vraiment une grande disparité en fait, par rapport au rendement des productions agricoles dans les années à venir. Des risques sanitaires accrus donc avec, la présence par exemple, de moustiques ou autres, hein, qui peuvent arriver, chez nous et qui n'étaient pas présents forcément dans nos territoires. Une augmentation du nombre des espèces menacées et un déplacement des espèces animales avec un phénomène, migratoire. Donc là, enfin, c'est une ébauche très rapide, hein, de la partie changement climatique. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers qui sont, spécialisés dans ces domaines-là si vous voulez plus d'éléments, et Fabien avait notamment fait un webinaire l'année dernière sur ces sujets-là qui est toujours disponible. Donc toujours est-il que pour cette partie, changement climatique, en fait, pour, y travailler et pour pouvoir atténuer, son impact, on a 2 options, hein. Soit il faut s'adapter ou, soit il faut atténuer, en fait, la partie, liée au changement climatique. Donc sur l'atténuation, c'est la mise en place, enfin, de mesures, pour diminuer, en fait, les émissions de gaz à effet de serre et multiplier la partie, d'augmentation des puits de carbone. Et après l'adaptation, c'est permettre au système agricole de mieux résister aux répercussions du changement climatique. On peut citer par exemple, la mise en place d'agroforesterie sur les parcelles. Enfin voilà, c'est des mesures qui permettent, de s'adapter, pour les évolutions du changement climatique. Au niveau de l'impact en fait, qui est évoqué, on a cherché en fait à vous montrer ici, l'impact par exemple du secteur agricole et du secteur forestier, parce que les 2 sont liés à chaque fois, par rapport au changement climatique. Donc il faut savoir que le secteur agricole et le secteur, forestier sont les seuls à avoir la capacité en fait de pouvoir avoir des capacités de stockage, plus que ce qu'elles ne peuvent émettre, et donc ici, sur cette diapo-là, vous avez en fait les différents chiffres qui, sont repris des émissions des gaz à effet de serre, et donc vous voyez que pour, l'agriculture, on se situe en deuxième position avec des émissions qui représentent 19 des émissions totales, et donc la répartition se fait, au niveau des principales émissions. Donc on a, 45 de méthane, 42 de protoxyde d'azote et 13 de CO2. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir, un bilan positif avec les séquestrations, donc on va y revenir après, et sur la partie forêt, c'est la seule aussi qui est capable d'avoir des puits de carbone, donc de permettre vraiment de stocker du carbone via les plantations. Donc là, c'était sur la partie, agriculture, ce qui nous permet aujourd'hui de stocker, du carbone dans les sols. Et aussi, enfin dans la partie biomasse, donc on a tout ce qui est sur la partie des couverts, la partie des prairies, la partie des IAE, donc avec les haies, les bancs non herbés, l'agroforesterie. Tout ce qui est technique culturelle sans labour qui va avoir un impact là sur, la réduction de la consommation de gasoil et donc de réduction de gaz à effet de serre, et donc ça c'est enfin des leviers sur lesquels on reviendra après. Mais c'était vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui l'agriculture, on est vraiment un secteur qui peut être, en force sur cette thématique du carbone parce qu'on a cette capacité à pouvoir augmenter le stockage qu'on peut faire, donc soit dans les sols ou soit dans les cultures ou productions qui y sont associées. Donc ça, c'était pour vous planter un peu le contexte de pourquoi aujourd'hui on parle, de carbone, enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un marché du carbone.
Donc pour qu'on ait le même niveau de qu'on se comprenne donc quand on parle du même vocabulaire, donc un crédit carbone, ça représente en fait 1 tonne de CO2 atmosphérique émise en moins ou stockée en plus dans le sol. Donc ce que je veux dire par là, c'est soit, 1 tonne de carbone qu'on va réussir à stocker dans le sol par les pratiques agricoles, par exemple, ou 1 tonne qu'on va produire en moins, par une amélioration de nos pratiques et donc de ce fait, on aura, une réduction des émissions. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 tonne de CO2, c'est, un aller-retour, par exemple, Paris-New York pour une personne, hein, en avion ou alors ça peut être aussi, les émissions annuelles, d'un Français, pour le chauffage de son domicile sur une année. Enfin voilà, ça c'est quelques chiffres pour vous donner un peu un équivalent de ce dont on parle quand on parle de tonnes de carbone. Alors aujourd'hui, il y a un marché, du carbone parce qu'il y a des politiques publiques et une stratégie aussi nationale bas carbone qui s'y appliquent et qui font, qu'on a, des besoins de compensation derrière. Donc au niveau des engagements politiques, ça remonte à quelques années en fait, hein. C'est, dans les années 92, enfin 1992 où au sommet de la Terre de Rio, c'est la première fois en fait où des pays se sont mis, d'accord pour parler, de réduction et de frein des émissions de gaz à effet de serre et donc il y avait, ces 154 pays là qui se sont, unis en fait, enfin qui se sont mis d'accord pour dire: «Il faut faire quelque chose». Donc après, il a fallu un peu de temps, en fait, pour que, bah, ce qui a été, acté, passe vraiment, dans une phase opérationnelle et qu'on puisse avoir des engagements heu, plus prégnants, enfin plus signalés et donc il a fallu quelques années, en fait, plusieurs protocoles et plusieurs, réunions, COP et cetera, pour que des pays s'engagent réellement. Donc on a eu en 2005 le protocole de Kyoto avec un engagement de 38 pays qui s'engageaient à réduire de 5,2 donc c'était vraiment peu, la réduction des gaz à effet de serre sur la période donc 2008-2012. Ensuite, on a eu plusieurs COP en fait qui ont, échoué, hein, donc la COP de Copenhague, celle de Doha où en fait il y a pas réussi à trou enfin ils ont pas réussi à trouver de consensus, vraiment pour, atterrir sur, une compensation carbone ou autre qui puisse être valable. Il a fallu attendre donc 2015 pour que, avec l'accord de Paris, pour que les notions en fait de réduction des émissions, d'accord entre les pays, se fassent pour, que la compensation carbone puisse voir le jour et notamment la compensation, volontaire autour du carbone. Au niveau de nous, au niveau français, on a des engagements politiques aussi. Vous avez certainement entendu parler de la notion de neutralité carbone en 2050 pour la France. Donc c'est-à-dire qu'en 2050, on doit atteindre, une équivalence entre nos émissions et notre stockage. La moyenne doit faire 0 entre toutes nos parties et c'est l'un des objectifs qui est fixé du coup, chez nous dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est ce que je remets ici. En fait, les engagements politiques se font à différentes échelles. Donc au niveau national, on a cette stratégie nationale qui nous engage donc à une neutralité d'ici à 2050. Ensuite, on a le plan national d'adaptation au changement climatique qui fixe également l'engagement des territoires et au niveau régional et puis local, vous avez des déclinaisons en fait, hein, que vous avez, certainement pu voir en fonction des spécificités de vos métiers. Mais on a par exemple le SRADET, donc qui est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, qui est porté par la région Hauts-de-France et qui reprend notamment ces chiffres, d'objectifs carbone et qui indique, du coup, dans ses ambitions, de ses orientations, les objectifs à atteindre, par exemple pour l'élevage, pour la culture, quels sont les leviers qui pourraient être mis en place pour atteindre ces objectifs. Et au niveau local, donc les collectivités s'engagent également, via l'élaboration de plans climat, air, énergie et territorial, donc les PCAET, où là, on est sur des programmes plus locaux, d'évaluation déjà des émissions et puis de mise en place de leviers au niveau des territoires. Donc sur la stratégie nationale bas carbone, c'est vraiment elle qui va axer en fait le marché du carbone au niveau, national. Les objectifs sont, répartis sur les 4 objectifs que vous voyez ici, donc décarboner la production d'énergie, diviser par 2 les consommations d'énergie, réduire les émissions non énergétiques et augmenter les puits de carbone. Et en fait, en fonction des différents secteurs, des objectifs nous sont fixés pour atteindre la neutralité, à 2050 et donc pour nous, pour l'agriculture, notre objectif est d'atteindre les moins, 46 d'émissions, d'ici cette date. Alors quand on parle de marché du carbone, de quoi on parle exactement?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de enfin, ça phosphore beaucoup, hein, le la thématique du carbone est une thématique très très riche et très vivante avec, beaucoup de structures qui gravitent autour, beaucoup de start-up, donc ça va très vite et on reçoit beaucoup de messages, hein, sur ces idées-là. Donc là, l'idée, c'était de vous repréciser un peu le contexte, qu'est-ce qui existe vraiment et quels sont les leviers pour nous, demain, au niveau des chambres d'agriculture pour accompagner nos agriculteurs, dans ces thématiques. Donc au niveau des marchés du carbone, en fait, il en existe 2. Il existe le marché de conformité, donc celui qui est obligatoire et qui, concerne en fait des entreprises, reconnues comme fortement émettrices en gaz à effet de serre. Donc on peut citer la sidérurgie, l'aviation, les raffineries et donc elles ont, eux, l'obligation en fait vraiment dès aujourd'hui de devoir, compenser leurs émissions et elles ont accès du ce fait à un système de quotas pour pouvoir faire des échanges ou des financements en fait de crédit carbone. Et aujourd'hui ce marché, enfin là j'avais remis les chiffres de 2021, il était arrivé à 50 € de la tonne de carbone. Pour vous donner un exemple, par rapport à l'aviation, en fait, tous les vols qui ont lieu sur le territoire, français doivent être obligatoirement compensés, du fait de leur impact. Donc, ça, c'est un des exemples pratico-pratiques de ce marché de conformité. Ensuite, celui sur lequel où aujourd'hui on est beaucoup plus concerné d'un point de vue de l'agriculture, c'est le marché volontaire. Donc c'est un marché aujourd'hui qui existe et sur lequel en fait on n'a pas de contraintes, réglementaires. Les entreprises qui s'y inscrivent et donc qui par exemple, veulent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en finançant, d'autres pratiques, le font d'un point de vue, tout à fait, volontaire et elles l'impliquent plutôt dans leur, RSE donc, dans leur, responsabilité au niveau de leur entreprise. Donc c'est un marché qui se fixe de gré à gré, en fait, entre le vendeur, par exemple, de crédit carbone et puis, celui qui aurait besoin de compenser. Donc c'est un marché qui oscille, entre, bah, là je l'ai marqué, hein, 1 € à 150 € de la tonne, en fonction du projet, des co-bénéfices du projet et de l'attrait enfin, c'est surtout une histoire d'image aussi, hein, de que renvoie le projet sur lequel on a un financement. Et donc on a de plus en plus d'entreprises qui s'investissent, dans ce marché, d'un point de vue de leur RSE, mais aussi dans l'anticipation en fait de l'atteinte des objectifs de la neutralité carbone d'ici à 2050 pour, débuter en fait leur démarche dans ce sens-là. Donc, comme l'agriculture est plus concernée sur le marché du carbone volontaire, c'est celui sur lequel je cible aujourd'hui la présentation pour ne pas vous perdre dans tous les éléments. Mais si, ultérieurement, vous voulez des informations plus complètes sur le reste, n'hésitez pas, on pourra avoir des échanges, par la suite. Donc le marché, du carbone volontaire, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment sur le volontariat des acteurs. Donc qui peut, vouloir compenser, ces émissions? Donc, on pense tout de suite aux entreprises, qui ont, des productions de gaz à effet de serre importantes, mais ça peut également être des collectivités, dans le cadre de leur démarche de territoire. Elles peuvent vouloir compenser leurs émissions, mais ça peut être également à l'échelle d'un particulier qui voudrait, compenser ses émissions annuelles, via, des crédits carbone. Donc qui peut, être acteur du marché? Bah, un peu tout le monde, hein, tous ceux qui peuvent compenser et cetera peuvent être acteurs, c'est vraiment, assez large. C'est un marché donc comme je vous le disais, hein, qui est assez fluctuant, enfin voilà et donc le marché a quand même tendance à fortement augmenter parce que la demande, augmente et aujourd'hui, en France, on est sur un marché qui oscille entre 30 et 70 € de la tonne, en fonction des typologies de projets qui peuvent être, repris dedans. Donc ces marchés sont régulés, nous au niveau national, bah, ça peut être par l'ADEME, par le ministère de l'écologie, et après il existe un certain nombre de labels aussi internationaux qui permettent de certifier les projets et de vérifier en fait, bah, que ce qui est vendu en termes de crédit carbone, par, un acteur est vraiment, enfin les actions sont vraiment réalisées et donc l'entreprise peut vraiment cocher les cases, de la compensation. Donc les labels, il y en a, beaucoup. Donc là, je vais juste vous les parcourir de façon très rapide pour que vous les ayez en tête et que vous sachiez les avec lesquels on travaille nous, au niveau des chambres aussi. Donc le label, très franco-français, c'est celui le label bas carbone, hein, qui est, issu du ministère de la Transition écologique et c'est sur lequel aujourd'hui on travaille le plus.
Après, vous avez certainement entendu d'autres labels comme Gold Standard ou VCS qui sont là des labels internationaux. Gold Standard est un label de WWF qui prône, par exemple, des actions de développement durable. Il travaille beaucoup aussi sur, la plantation d'arbres, mais dans d'autres pays, et qui sont reconnus aussi sur la partie compensation, des crédits carbone. Un sur lequel je voulais, zoomer aussi, c'était, CFT, donc avec My Soul Capital. Donc c'est, un label qui a vu le jour, enfin, un cabinet qui existe, qui est indépendant en Belgique et donc ce label a vu le jour, en 2020 avec un premier programme certifié. Donc c'est pareil, eux, ils travaillent sur, la compensation de projets carbone, surtout sur la partie grande culture et donc j'ai fait le zoom sur sur cette entreprise-là parce qu'elle démarche fortement les agriculteurs des Hauts-de-France. Ils sont assez, vifs en fait, hein, dans leur, dans leur, proactivité, enfin au niveau des démarchages au niveau du marché et donc nos agriculteurs ont reçu par exemple en début 2023, il y a une campagne de SMS pour les engager dans ces démarches-là et donc beaucoup ont été sollicités en fait, par cette entreprise. Donc c'est pour ça que je l'ai remis ici pour que vous l'ayez en tête, si jamais vous pouvez avoir des questions, de la part de vos agriculteurs. Et donc là, en fait, ils s'occupent de la planification du projet carbone. Ils identifient, en fait, les entreprises, par exemple, agricoles qui pourraient, avoir des compensations à faire et donc ils les rémunèrent par la suite, via des crédits carbone d'entreprises qui veulent faire de la compensation. Donc le label sur lequel je vais insister, c'est celui, sur lequel on travaille le plus aujourd'hui, donc le label bas carbone qui est, très, franco-français. Donc ce label, il a été créé en 2018 par le ministère de la Transition écologie. Il vise en fait à certifier des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en rémunérant, par exemple, là j'ai mis des agriculteurs parce que c'est notre cas de figure, mais notamment des agriculteurs, qui font des efforts et qui réduisent leur empreinte. Donc en fait, c'est vraiment une balance entre les entreprises qui veulent compenser, nous on a des projets agricoles en face qui ont des bonnes pratiques et qui permettent de stocker du carbone, et bah, les bonnes pratiques des uns permettent de compenser, les actions, des autres. Parce que on peut dire que l'agriculture pourrait permettre de donner, une bonne image aux entreprises qui polluent, mais on a des entreprises qui ne peuvent pas, atténuer leur empreinte. On peut prendre l'exemple des banques où, le fait d'avoir beaucoup de serveurs informatiques et cetera, bah, ça produit, énormément de gaz à effet de serre. Enfin voilà, leur bilan carbone est très très, très élevé et donc ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir le réduire et donc là, ça peut être un biais, qui permettrait de faire cet exercice-là. Donc l'objectif du label, donc c'est comme je le disais, hein, de récompenser les comportements qui, contribuent à la réduction des gaz à effet de serre. Ça permet de donner un cadre, en fait, au marché, en certifiant des crédits carbone avec des procédures qui sont validées et ça assure aussi une transparence, par rapport aux méthodes utilisées, au fonctionnement entre les paiements et les certifications. Donc la base du label bas carbone, mais c'est la base de tous les labels en fait, c'est l'additionnalité. Donc c'est ce que j'ai mis ici dans le schéma que vous avez. En fait, on part de notre scénario de référence, qui fait un constat de notre bilan carbone, notre bilan de gaz à effet de serre et donc on se projette sur un scénario, projet, donc souvent c'est sur un délai de 5 ans et donc on montre qu'entre nos 2 projets et ben, on a une amélioration de la situation, on a comment dire? Une réduction des émissions ou un stockage qui est plus important et de ce fait, donc ce phénomène d'additionnalité va justifier du coup l'activation de crédits carbone sur nos exploitations. Donc ça, c'est vraiment si vous devez retenir quelque chose du carbone, du label bas carbone, c'est ce schéma-là. C'est vraiment de dire qu'on part d'une situation de base dans laquelle on améliore les pratiques et c'est le delta entre les 2 qui va permettre de générer des crédits carbone. Et donc parfois, c'est pas toujours évident à atteindre parce que quand on est avec des exploitants qui ont déjà des bonnes pratiques, on sèche un peu parce qu'en fait, le gros souci du label bas carbone, c'est qu'on ne sait pas, «récompenser» entre guillemets les agriculteurs qui ont déjà des bonnes pratiques. Donc ça, après, on y reviendra, dans le détail des méthodes de grande culture et élevage. Donc les critères de qualité des projets carbone, hein, dans le cadre du label bas carbone, donc c'est l'additionnalité, hein, comme je vous ai
expliqué, donc c'est de démontrer que le projet n'aurait pas, forcément, pu voir le jour si on n'avait pas eu l'incitation carbone derrière. C'est le fait d'avoir un suivi des émissions et de la séquestration, donc à chaque fois, il y a un bilan initial et un bilan, final, donc à l'année N et à l'année N+5. Le fait d'avoir une vérification par un tiers, donc on a des audits, donc pour nous, c'est surtout, Veritas, hein, qui fait les vérifications. Avoir une traçabilité des crédits carbone, avec la mise en place d'un registre pour éviter, en fait, la double, comptabilité. Donc c'est-à-dire alors je reste très agricole, hein, mais un agriculteur qui vend ses crédits carbone pour, par exemple, des bonnes pratiques, en élevage ne peut pas les revendre à une deuxième entreprise, il y a vraiment une traçabilité qui est faite. Et après, il y a, le fait de garantir la permanence des réductions d'émissions, c'est-à-dire qu'au bout des 5 ans, on ne va pas, par exemple, enlever les haies qu'on a mis ou autre. Enfin, il faut vraiment garantir cette permanence et dans tous les cas, dans le label, il y a une gestion du risque qui est mis en place et qui est comptée dès le début. Donc c'est par exemple, si on s'engage sur des pratiques agronomiques, on va anticiper qu'on ait peut-être une année où les conditions météo ne vont pas nous le permettre et donc ça va être pris directement, dans le calcul de base. Alors ça, c'est un schéma, bon, peut pas vous faire peur, hein, mais c'est le fonctionnement du label bas carbone. Donc aujourd'hui, vous voyez donc, l'étape 1, c'est le référentiel de base du label. Ça a été créé par le ministère, donc ça explique le fonctionnement, entre guillemets «général» du label. Comment ça fonctionne entre, les financeurs, les porteurs de projets et cetera. Donc ça a été spécifié par, décret et arrêté du ministère et donc c'est le ministère qui fait ce travail-là. Ensuite, le label va se diviser en méthodes sectorielles. Donc c'est là où ça se complique un peu, c'est-à-dire que, pour nous, par exemple, au niveau de l'agriculture, on ne peut pas dire qu'on va engager une exploitation et qu'on va prendre, toutes ces pratiques. C'est divisé, en fait. Aujourd'hui, on a des méthodes sur l'élevage, sur la grande culture, sur les haies et cetera. Et donc ces méthodes, en fait, elles sont, construites par des acteurs, des experts, enfin, on a Arvalis, les chambres participent également, l'Institut de l'élevage, enfin voilà, qui développe ces méthodes et ces méthodes sont, approuvées par le ministère. Une fois qu'elles sont approuvées, elles deviennent, publiques et elles sont, utilisables partout. Donc ces méthodes, en fait, elles indiquent comment on doit calculer pour tel et tel secteur, les réductions et les séquestrations de carbone, notamment sur les exploitations, si on prend notre cas. Donc elles vont vraiment, expliquer en fait, les critères qu'on va prendre en compte, les méthodes de calcul, pour que tout le monde fonctionne de la même façon et que toutes les personnes qui s'engagent dedans, aient le même, référentiel. Donc toutes ces méthodes, comme je vous le disais, elles sont publiques, elles sont disponibles sur le site du label, bas carbone. Tout est traçable et donc une fois qu'elles sont, publiées, tout le monde peut se les approprier et ensuite on peut bien sûr proposer des évolutions, régulières de ces méthodes. Donc une fois que les méthodes, elles ont été, validées, peuvent arriver les projets locaux et donc là, on descend à l'échelle en dessous, on passe au niveau des DREAL. Donc nous, c'est la DREAL Hauts-de-France qui va, labelliser les projets. Donc par exemple, si on a des groupements d'agriculteurs qui veulent travailler sur telle thématique de l'élevage et ben, leurs projets seront portés et pourront être labellisés, par la DREAL et donc après, on a un système de vérification des réductions d'émissions pour que les agriculteurs puissent être financés. Donc c'est là où intervient la partie financement des projets, donc soit avec des entreprises, des collectivités ou des particuliers qui vont investir dans nos projets, dans les projets de nos agriculteurs et qui vont permettre ce financement. Et en compensation, du coup, ces particuliers, entreprises ou administrations reçoivent du coup les réductions et donc la compensation carbone qui leur est due. Et donc on a toujours cet auditeur indépendant, hein, qui est là, donc comme je vous disais, c'est souvent Veritas qui fait le travail et qui vérifie la conformité sur un pourcentage des dossiers qui sont déposés. Donc alors je sais que c'est pas forcément, toujours très simple à comprendre ce fonctionnement-là, mais pour vous donner une idée, plus précise de ce que peuvent être les méthodes, aujourd'hui, on a des méthodes qui sont validées, approuvées et sur lesquelles on peut travailler et développer des projets. Donc il y en a 3 sur la forêt et ensuite, celle qu'on utilise toujours nous plus c'est celle sur l'agriculture. Donc vous avez une méthode sur l'élevage qui est basée sur l'outil Cap2ER, donc qui existe depuis plusieurs années. Ensuite, on a une méthode sur les haies. Donc là, on va prendre vraiment que le haies de l'exploitation, et donc on va travailler sur leur gestion. Ensuite, on a une méthode sur les vergers, on a une méthode sur les grandes cultures, une méthode sur la gestion des intrants et après une méthode qui a été déployée par, Bleu Blanqueur sur la réduction de méthane, par rapport aux bovins laitiers.
Et donc après, il existe tout un tas d'autres méthodes dans les domaines du bâtiment, du transport et cetera. C'est très, très évolutif, et tout ça, c'est bien, en ligne sur le site du label. N'hésitez pas si vous avez la curiosité de vouloir regarder. Et donc on a même accès aux méthodes qui sont en cours de travail. En fait, une fois que vous voulez, si demain on se dit, sur les Hauts-de-France, on voudrait, développer telle thématique, en fait, il faut se faire connaître auprès du ministère, pour qu'ils puissent, nous flécher et si d'autres opérateurs veulent travailler dessus, ils pourront nous rejoindre. Et donc ici, vous avez la liste des méthodes qui sont en cours de travail et qui devraient sortir dans les prochains mois. Donc par exemple sur l'agroforesterie où les chambres sont associées, la deuxième version de Carbonagri qui va intégrer la partie ovins, caprins et volailles, une méthode sur les porcs, une méthode, d'évolution sur le verger. Enfin voilà, vous avez toute une liste de méthodes qui arrivent et qui vont encore faire bouger les lignes du label bas carbone dans les prochaines années. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la transparence, de la labellisation et cetera. Donc sur le site du label, en fait, tous les projets, qui ont été labellisés sont inventoriés. Elles sont en accès libre, en fait. Vous pouvez regarder directement dessus et vous retrouver les projets, qui ont été labellisés et financés, à quel niveau de financement ils sont arrivés. Donc à chaque fois, vous avez, le porteur de projet, son financeur et puis les réductions d'émissions qui ont été, effectuées. Donc c'est pour afficher vraiment la transparence au niveau du label. Et normalement, c'est mis à jour assez régulièrement. Donc là, je vous fais un zoom, sur la partie fonctionnement des projets. Donc j'ai pris, l'exemple de France Carbone Agri Associés parce que France Carbone Agri, en gros, c'est à peu près, 85 à 90 des projets carbone agricoles, en France passent par ce système de labellisation et de fonctionnement. Donc comment ça marche? En fait, France Carbone Agri, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est une SAS qui a été créée par la profession agricole au niveau national pour faire le lien entre les acheteurs de carbone, les porteurs de projets et les agriculteurs qui, du coup, récupèrent les rémunérations à la fin des projets. Donc cet organisme, en fait, est en lien direct avec le ministère, et s'occupe de toute la partie labellisation, des projets agricoles. Donc aujourd'hui, dans leur fonctionnement, en fait, France Carbone Agri lance, pardon, des appels à projets. Donc on en a eu déjà plusieurs sur l'élevage. Aujourd'hui, on est au deuxième appel à projets sur la grande culture. Donc ils ouvrent des appels à projets. On peut se positionner pour apporter en fait des projets d'agriculteurs dans ces dispositifs et en fait, France Carbone Agri se charge du lien, avec les financeurs pour apporter un financement auprès de nos agriculteurs. Donc on est sur un engagement à chaque fois sur 5 ans, avec une rémunération qui se fait, pour nos agriculteurs à 2 ans et demi du projet et au bout de la 5e année. Donc là, j'ai un détail sur ce qui est, plus demandé. Donc pour nos agriculteurs, comment se déroule le projet? En fait, la première année, ils font un diagnostic, un état zéro de leur projet, enfin de leur exploitation. Et en parallèle, on construit le plan d'action qui va être mis en place sur leur exploitation et qui va permettre d'activer des leviers qui vont augmenter, donc soit la réduction des émissions ou soit le stockage complémentaire de carbone, donc qui va leur donner un bilan, positif qu'ils vont pouvoir du coup, envoyer à France Carbone Agri et qui va servir en fait de base pour la vente aux entreprises privées. À mi-parcours, on fait un bilan, d'étape en fait, hein, pour vérifier que les objectifs sont sur la bonne voie et à la fin, on refait un diagnostic final pour vérifier le réel gain carbone par rapport à l'année 1. Donc là, je vous ai fait un résumé, très succinct. En fonction de si on part sur l'élevage, sur la grande culture ou sur la haie, il y a quelques ajustements avec des visites en plus, mais ça, on y reviendra après. Et donc là, on est sur un régime d'appel à projets, annuel avec, une amélioration des financements. J'avoue que les premiers appels à projets ont eu du mal à se structurer et à trouver des financeurs, en nombre. Mais là, il s'avère que les derniers appels à projets sont quasiment tous pourvus et donc, on arrive à financer les projets de nos agriculteurs. On a parlé de la certification, qui a lieu au cours du projet. Donc comme, on vous l'a dit, hein, c'est sur un pourcentage d'exploitation. Donc là, il y a le nombre, d'exploitation. Donc si on est sur un appel à projet où on a 1 000 agriculteurs, il y en a 16 qui seront auditionnés et sur lesquels on aura une vérification de l'atteinte des bons objectifs.
Donc au niveau du financement, donc là je reste vraiment sur le modèle de France Carbone Agri, à savoir que MySolfat Capital fait par exemple des financements, un peu différents. Mais là, je suis restée sur celui sur lequel on a pu s'engager, notamment, sur les parties élevage, donc on va travailler avec France Carbone Agri et sur la partie grande culture, la chambre, de la Somme et celle du Nord-Pas-de-Calais ont suivi ce dispositif-là. Donc avec les revenus qui sont, pour les tonnes de crédit carbone évitées, enfin, labellisées, l'agriculteur touche 32 € au minimum. Donc c'est-à-dire que France Carbone Agri s'engage à lui reverser 32 € et si le cours du marché augmente au cours des 5 ans, il s'engage à revaloriser ce niveau de rémunération. Ensuite, il y a 5 € pour le porteur de projet, donc ça peut être par exemple les chambres, hein, le travail qu'on fait d'accompagner les agriculteurs, dans leur phase de diagnostic et cetera, ça peut être rémunéré par ce biais-là. Et ensuite, il y a 3 € pour France Carbone Agri, pour toute, la partie administrative de gestion des dossiers et de labellisation. Donc ça, France Carbone Agri affiche cette répartition financière de façon tout à fait, transparente, c'est disponible sur leur site. C'était aussi une demande du label bas carbone aussi que les choses puissent être, transparentes et puissent être, reproduits aussi entre les différents, porteurs de projets. Donc voilà aujourd'hui le financement, qui peut être attendu, globalement. Donc sur les autres opérateurs comme MySol Capital, il me semble qu'on est plutôt à 40 €. Enfin voilà, il y a une oscillation entre 30 et 40 € de la tonne, de façon moyenne, donc là plutôt sur la partie, élevage et grande culture. Donc ce qui était minimisé, au début du lancement du label, mais qui aujourd'hui, prend plus de place parce qu'on se rend compte que, bah, les entreprises qui veulent acheter des crédits carbone, c'est bien, mais si on peut se donner une image, encore plus, verte, c'est mieux et donc aujourd'hui, les co-bénéfices qui sont, apportés par l'évolution des pratiques de nos agriculteurs, bah, sont d'autant plus prises en compte, en fait, dans les diagnostics et elles permettront, dans les années à venir, à augmenter le niveau de rémunération parce que c'est les entreprises vont chercher ça. Donc par exemple, si, l'entreprise a des pratiques qui vont, contribuer à l'augmentation de la biodiversité et ben, ça, c'est un des facteurs qui va permettre d'avoir une meilleure note de l'exploitation, dans le cadre de ces co-bénéfices et donc c'est, des projets qui seront, plus facilement, vendables, en fait, à des structures privées parce que ça va jouer forcément sur leur image et donc là, les co-bénéfices qui sont repris et qui sont, depuis là, 2020 enfin depuis la campagne 2023-2024 reprise par, le label bas carbone, ce sont les co-bénéfices que vous avez ici, donc sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, sur, les surfaces en couverts végétaux, la production d'énergie et tout ce qui est, lutte contre la déforestation, donc là où on est enfin voilà, c'est des critères qui sont repris et qui permettent du coup de mieux valoriser les projets, de nos agriculteurs. Alors, je ne veux pas vous perdre, mais je voulais quand même vous alerter sur enfin, vous avertir plutôt sur, la présence des primes filières. En fait, aujourd'hui, nos agriculteurs s'engagent dans les crédits carbone à titre personnel pour leur exploitation, mais il faut savoir que, bah, les filières, elles doivent aussi, décarboner, leur production, que ça soit à l'amont, à l'aval et donc en fait, elles vont aussi aller chercher les agriculteurs pour qu'ils puissent avoir des pratiques, plus vertueuses et réduire leurs émissions pour permettre comment dire? De décarboner la filière de l'agro-industrie en tant que telle et donc des primes filières sont mises en place par certaines agro-industries pour justement engager nos agriculteurs dans ces démarches-là. Donc j'avais remis cette diapo, c'était pas pour vous perdre, mais c'est plutôt pour vous dire d'avoir ce point de vigilance où quand on s'engage dans les primes filières avec une réduction carbone, bah, on peut plus forcément s'engager derrière dans les crédits carbone parce qu'on peut pas avoir de doublons et donc on peut pas, en fonction des critères qui sont pris, il faut bien vérifier qu'il y a pas de doublons et que l'agriculteur n'a pas un double financement, en fait. C'est ce qui sera, demandé, enfin la vérification qui sera demandée. Donc c'était plutôt un point d'alerte, j'irai pas plus loin dessus, mais c'était plutôt, pour que vous l'ayez en tête si vous avez des questions dans ce cadre-là. Donc là, je vous propose de passer à la partie, plus concrète, enfin vraiment de comment, ça se passe quand on est en grande culture, en élevage ou, sur la partie haies, dans la partie, du label bas carbone. Donc sur la partie grande culture, c'est Amandine qui va reprendre la main et sur la partie élevage, ça sera Didier qui fera ce volet-là. Donc de ce fait, je leur laisse la parole pour cette partie-là.
Moi, je vais vous présenter tout ce qui est, la partie, grande culture, enfin pour, tout ce qui est, bilan carbone. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme, l'a dit Alice, il y a une multiplicité d'acteurs, mais, il y a aussi une multiplicité d'outils pour réaliser des bilans. Donc on a Sysfarm, on a MyEasy Carbone avec lesquels on a travaillé. On a Cap2ER de Lidl, où c'est le logiciel que moi j'utilise en ce moment, MySol Capital, et Carbon Extract. Donc pour réaliser un diagnostic, carbone, il faut des données. La plupart du temps, pour, avoir un bon, scénario de base, on demande, des données sur les 3 dernières campagnes culturales. Ces données portent sur le parcellaire de l'exploitation qu'on peut avoir via Télépac, une analyse de sol qui date de moins de 5 ans, précise, des données, météo, qu'on peut avoir via des stations météo connectées comme Zenkrop et Winats, des factures, d'énergie, donc notamment de carburant, et également donc les pratiques culturelles de l'agriculteur, donc si on a seulement les itinéraires culturaux, ça peut être aussi également accessible via différents logiciels comme, Mes Parcelles, Smag et Geofolia. Donc une fois qu'on a récolté toutes ces données, on peut avoir donc un scénario de base. Ici, c'est, une donnée qui est sortie du logiciel MyEasy Carbone. Donc c'est sur une ferme qui fait, 54,95 hectares très précisément. On voit que l'exploitation avec ses pratiques actuelles stocke 52 tonnes de carbone organique par an, donc ce qui équivaut à peu près à 951 kilos de carbone par hectare par an. Pour avoir ensuite, ce chiffre en tonnes équivalent CO2, on le multiplie par un rapport et on obtient, le chiffre donc de 192 tonnes équivalent CO2 par an pour cette exploitation. Justement, en ayant ce scénario de base, donc ici en bas, on a le graphique, donc avec, le stock de carbone organique, le nombre d'années et avec ce scénario initial, on va voir, ce que l'agriculteur actuellement, peut, stocker sur son exploitation, donc en termes de stockage de carbone, mais aussi donc de réduction des émissions sur son exploitation. Donc une fois qu'on a fait ce scénario de base, on va mettre en place différents leviers pour augmenter son stockage de carbone ou justement réduire ses émissions. Donc ça peut passer par justement un des leviers, c'est la fertilisation azotée organique et minérale, avec l'ajustement des doses prévisionnelles, la prise en compte des conditions climatiques pour le déclenchement des rapports, l'utilisation d'outils de pilotage, l'utilisation de formes d'engrais qui sont moins émettrices, l'enfouissement des apports organiques minéraux, par exemple. Au niveau de la réduction d'énergie, ça va être la réduction du nombre de passages d'engins agricoles, la réduction de la consommation d'énergie des engins, du système d'irrigation, du système de séchage ou de stockage s'il est présent à la ferme, la mise en place d'un itinéraire technique qui permet de récolter, avec des valeurs plus faibles en humidité. Et au niveau du stockage de carbone pur, donc on va avoir l'augmentation des restitutions, par les résidus de culture, donc l'augmentation des apports, de matières organiques sur l'exploitation, l'insertion et l'allongement des prairies temporaires et aussi l'augmentation de la quantité de biomasse restituée par les couverts végétaux. Comme l'a dit Alice, les exploitations que l'on diagnostique sont auditées, on doit prouver, que les leviers ont bien été mis en place. Donc par exemple, si, on utilise, des engrais azotés, plus efficients, bah, ça va être par les factures d'achat d'engrais. Si c'est la réduction du nombre de passages, des engins agricoles, ça va être prouvé par, les factures. Et par exemple, si c'est l'augmentation de la quantité de biomasse, ça va être prouvé via les factures d'achat de semences. Je peux passer à la diapositive suivante. Donc suite à la mise en place, de tous ces leviers, on a un gain, moyen d'environ de 0,5 à 1,5 tonnes de CO2 par hectare par an. Juste pour information, le chiffre de 2 198 kilogrammes équivalent CO2, c'est la totalité des émissions de gaz à effet de serre d'un hectare de blé fertilisé avec de l'ammonitrate en 2016 et 87 des émissions de gaz à effet de serre d'une tonne de blé, c'est principalement lié à l'alimentation, de la plante. Voilà, pour, que vous ayez un peu en tête, des chiffres, vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre.
marche. Bon, merci Amandine. On reviendra après s'il y a des questions sur cette partie-là. Et en attendant, on passe la parole à Didier, du coup, sur la partie élevage. Oui, bonjour. Donc au niveau élevage, vous voyez au niveau de tout ce qui est élevage bovin, là c'est un exemple en élevage laitier. La moitié est issue de méthane empirique, hein, sachant qu'on a 19% des gaz à effet de serre qui sont d'origine agricole, et sur ce qui est d'origine agricole, il y a les trois quarts qui c'est lié à l'élevage. Donc vous voyez qu'au niveau élevage de ruminants notamment, hein. Donc, vous voyez que le méthane entérique pèse énormément au niveau des émissions de GES pour l'agriculture. Le deuxième poste, la gestion des effluents. Le troisième poste, les achats d'aliments, notamment les concentrés, parce qu'on on peut en acheter d'assez loin. Puis après, la fertilisation de culture, un peu moins, puis ça diminue. Et si on n'agit pas sur ce poste de méthane entérique, ben, ça devient un peu compliqué, hein. Donc ça, c'était le lait. Ensuite, on va voir la viande. Voilà. Donc la viande, vous voyez, c'est un petit peu le même style, hein, parce que ça reste des vaches, hein, des bovins. Donc un peu plus de la moitié, pareil, en méthane entérique. Par contre, là, on a un quart lié à la fertilisation. Et puis après, des petits leviers d'action qu'on peut activer, mais qui sont moins essentiels. Donc, donc au niveau des leviers, bah, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on va avoir le principal, ça va être la gestion du troupeau, hein, notamment au niveau du niveau de production laitière. Plus on a un niveau de production laitière élevé, tout en restant raisonnable, que ça continue à fonctionner, ben, moins on a d'animaux, moins on a de méthane entérique. Au niveau sanitaire, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on a des animaux en bonne santé, eh ben, on aura un taux de renouvellement moins important et, euh, et donc plus d'efficacité au niveau du troupeau. Au niveau de la reproduction, c'est pareil, notamment ça concerne ça l'IVV et puis l'âge au premier vélage, hein. Si on a un âge premier vélage assez précoce, on va avoir moins de génisses proportionnellement à l'ensemble du troupeau laitier. Et puis bon, vous voyez le reste, la gestion donc l'alimentation, hein, le deuxième poste aussi, hein, évidemment, avec notamment les tourteaux, la valorisation, donc là, d'où la valorisation du fourrage, hein, d'avoir un fourrage de qualité pour limiter les concentrés. La gestion des déjections, hein, donc essentiellement la méthanisation qu'on peut en avoir, mais aussi tout ce qui est lié à la fertilisation. Et puis, conduite de produits qui revient souvent avec l'implantation de légumineuses, la valorisation de l'herbe, hein, dont notamment la qualité de l'herbe. Et puis, vous voyez d'autres postes, les derniers postes, mais qui sont moins importants. Donc, lorsqu'on active ces leviers-là, donc là, par exemple, on va prendre un qui est un peu plus intéressant. Bah, ah oui, ça c'est en bif carbone, donc c'est en viande. Bah, vous diminuez l'intervalle VV, donc bah, vous avez un peu moins d'animaux reproductifs, donc vous avez un gain global. Donc on parle toujours des crédits carbone, mais il y a aussi le gain technique économique. Et en bovin viande, il est souvent moins important, mais en bovin lait, c'est assez conséquent. C'est au moins aussi intéressant que les crédits carbone, et ça dure dans le temps. Donc là, c'est les différentes démarches qu'il y avait en Hauts-de-France, hein. Ça avait commencé avec la Open Dairy, puis maintenant c'est plus la ferme laitière bas carbone. Donc, grosso modo, c'est la région qui finance un peu les programmes. Et puis le CRIEL qui fait l'intermédiaire, hein, entre la région et puis nous. L'IDEL, il est coordinateur, donc il a formé un petit peu tous les conseillers. Et il aide à l'accompagnement. Donc, il se désengage un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu plus maintenant, mais c'est quand même un soutien très important. Et puis, on a des organismes qui accompagnent les éleveurs pour faire leur diag et puis leur, euh, leur suivi. Donc, on a évidemment les chambres, on a le Avenir Conseil, mais on en a d'autres comme le BTPL ou des bureaux privés comme Oxygène ou autres. Voilà. Donc là, c'est un petit peu à quoi ressemble un petit peu. Ça, c'est les sorties Cap 2R, parce qu'on travaille avec le Cap 2R, hein, Cap 2R niveau 2.
Donc, à gauche, on voit les émissions brutes, hein, par exemple, d'un élevage. À droite, ce qui stocke. Donc, c'est essentiellement, les stockages, c'est essentiellement lié aux prairies quand même, un petit peu au niveau des haies, mais surtout au niveau des prairies. Et donc, la différence avec la flèche verte qu'on voit à gauche, ce sont les émissions nettes, hein. Euh, ouais. Donc, bon, ça, c'est le gain moyen qui a été estimé, vous voyez, 1000 à 2500 euros par an par FCA au niveau, ça va être au niveau français, ça. Et au niveau local, on estime, notamment en élevage laitier, autour de 20 000 euros de gains, hein, sur les 5 ans. Avec des économies de charge, moins d'animaux improductifs, des économies de charge, un peu de limitation d'engrais, et puis voilà. Alors après, ça a aussi des. Enfin, je vais quand même. Enfin, on va en parler là. Ouais, ouais. Ça a aussi des contreparties, hein. C'est-à-dire que si on est. Des fois, il y a des économies qui sont importantes et qui sont assez relativement facilement accessibles, mais c'est pas toujours le cas. Souvent, il y a des contreparties, hein. Il faut arriver à mieux gérer son cheptel. Si on veut avoir des génisses qui arrivent, qui veulent à 24 mois, ben, il faut arriver à suivre bien les croissances, etc. Ça aussi, des contreparties, hein. Donc là, c'est l'exemple du plan régional. Donc sur 255 élevages, il y avait eu un projet en moyenne de 11% de réduction, donc avec des très grosses variations, de -3 à -42% d'émissions. Donc ce qui représentait en moyenne plus de 500 tonnes sur 5 ans au niveau de l'atelier laitier. Là, j'ai entouré de différents chiffres. Donc le quatrième quartile, donc les 25% les plus performants, on va dire, au niveau du projet, hein, ça c'était le projet, hein. On était à 14% de réduction. Ça, c'est pour mettre en relation aussi avec les MAE forfaitaires. Il faut aussi, avant de s'engager dans les MAE forfaitaires qui soutiennent, où on peut avoir des aides à la réduction du carbone, il faut savoir où on va et enfin, bien réfléchir avant. Bien mesurer sa marge de progrès, voilà. Et sur la vingtaine d'exploitations qui avaient été finalisées, dont les diagnostics sont terminés, donc la simulation, on était à moins de 9% sur cette vingtaine d'exploitations, et le réalisé, on était à moins 7%. Donc souvent, c'est lié au taux de renouvellement qu'on prévoit de diminuer, et qu'en pratique, les éleveurs, ils diminuent un peu moins. Enfin, on prévoit, c'est évidemment avec l'éleveur. À chaque fois, le plan d'action, il est fait évidemment ensemble, hein. Et donc, vous voyez, on a les émissions nettes par litre de lait, hein, 0,94, 0,86, 0,88. Et puis, émissions nettes, donc c'est ce qui correspond aux émissions brutes, 1,03. Par exemple, moi, stockage de carbone, 0,09. Donc, ça montre aussi l'importance du stockage de carbone, mais qui est loin de compenser les émissions brutes, hein. Voilà, j'ai fini, je crois, pour cette partie-là. Merci Didier. Alors pour finir, rapidement sur la partie haies, donc il faut savoir que les premiers projets, carbone liés aux haies ont été, labellisés, cette année, en Pays de Loire. Donc on est vraiment sur une thématique qui est émergente. Donc pour la haie, en fait, on a, 2 options en fait on a 2 grosses options en fait pour pouvoir, rentrer dans les crédits carbone. Donc soit on part d'un sol nu et on va planter de la haie, donc là forcément on aura une, production, de carbone, enfin une séquestration de carbone qui sera forte. Ou alors il faut partir sur, une évolution en fait des typologies de haies. Donc, si vous voyez, enfin, par exemple, les haies vraiment taillées au carré 3 faces, à 1,50 m de haut, bah, l'idée c'est de les laisser pousser en hauteur sur une durée pareille de 5 ans, et c'est, cette évolution en fait dans la gestion des haies, qui va permettre en fait de séquestrer et d'augmenter le gain carbone. Donc pour faire ce suivi-là, donc, dans les autres méthodes, enfin on parlait de cap 2 heures et cetera, pour la partie haies, c'est basé sur le plan de gestion durable des haies. Donc les conseillers, agroforestiers des différentes chambres, des Hauts-de-France sont formés à cet outil. Ils ont eu une session de rappel encore hier, donc ils sont tous opérationnels pour faire ce travail-là. Et donc, l'idée, c'est de faire un plan de gestion avec l'agriculteur sur 5 ans,
pour qu'ils puissent évaluer en fait, le potentiel de ces haies et c'est-à-dire que si on laisse pousser une haie sur 5 ans, on n'est pas obligé de la laisser pousser non plus sur 10 ans, on peut revenir après sur une taille de production ou autre et donc c'est un cycle à mettre en place avec l'agriculteur pour qu'il puisse optimiser, la gestion de ces éléments arborés sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, c'est sur les haies, demain, ça sera également sur l'agroforesterie, sur laquelle la méthode devrait sortir. Donc ce qui est pris en compte dans le calcul du carbone au niveau des haies, donc il y a toute la biomasse aérienne qui permet enfin, d'évaluer le stock et après également pris dans le système de calcul, la biomasse racinaire et puis ce qui est aussi, stocké dans le sol. Donc c'est le calcul de l'ensemble de ces différentes parties qui va permettre d'estimer en fait le niveau de carbone des linéaires de haies. Les haies, en fait, elles sont, pas vendues forcément enfin, les crédits carbone liés aux haies sont pas vendus forcément au même prix que les crédits carbone, élevage et grandes cultures, parce qu'il y a la mise en place, donc comme je vous le disais tout à l'heure, de cette image, en fait, enfin, liée aux co-bénéfices environnementaux, de la biodiversité, de la lutte contre l'érosion, de la protection de la ressource en eau, du bien-être animal également. Donc l'ensemble de ces co-bénéfices, ça permet, en fait, aussi de mieux vendre les crédits, liés aux haies, hem parce que c'est vraiment palpable, les entreprises disent: «Bah, on a aidé au financement de, 10 kilomètres de haies, et on a donc, telle réduction de crédit carbone». Donc pour vous donner, un estimatif un peu, de stockage qui est possible via les haies, si vous avez une exploitation sur laquelle on a, 3 kilomètres de haies, donc les kilomètres de haies qui sont déjà existants, mais sur lesquels on va laisser pousser, on va avoir une gestion, plus poussée. On va, permettre de stocker, entre 3 et 4 tonnes à peu près de CO2 par kilomètre et après, si on rajoute la 500 mètres de plantation, donc sur une nouvelle plantation, là, on sera plutôt aux alentours de 9 tonnes. Donc à chaque fois, on parle par kilomètre et par an et donc sur ce type de projet, par exemple, sur 5 ans, on peut être à 82 tonnes de CO2 et donc au niveau de la vente de ces crédits, là où tout à l'heure je vous parlais de 32 € de la tonne, sur les crédits carbone liés aux haies, on est plutôt aux alentours de 80 € de la tonne et donc ce qui apporte, sur ce type de projet, un revenu de 6 600 € sur les 5 ans. Donc vous me direz, c'est pas forcément, hyper transcendant en termes de revenus, mais ça permet de couvrir en fait les frais de gestion liés à la plantation ou, à l'entretien des haies. Donc voilà pour cette, partie-là. Donc, au pour les Hauts-de-France, aujourd'hui, on n'a pas déposé encore de dossier, sur ce type de production, mais c'est dans nos objectifs, pour les années à venir. Donc voilà pour la présentation, on en a fini, pour ce qu'on voulait vous présenter, aujourd'hui. Alors je vais arrêter le partage de l'écran pour pouvoir vous voir les personnes qui sont connectées et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ce qui a été présenté, n'hésitez pas à nous les poser donc soit dans le chat ou en prenant la parole directement. Ouais, j'avais une question par rapport, aux JA. Je me rappelle qu'il y avait une proposition aux JA pour faire des diagnostics, enfin des bons pour un diagnostic, carbone. C'est exactement ça qui a été mené ou? Alors, en fait, ils ont fait les diagnostics, en fonction des territoires, donc enfin voilà, les diagnostics c'était ça finançait en fait le diagnostic et après il fallait qu'ils s'engagent dans une démarche, carbone qui s'inscrive dans les appels à projets de France Carbone Agri. Donc ça a pas été fait de façon systématique, ça dépend des projets, à chaque fois. D'accord. Mais les bons, finançaient en fait, tout le temps par exemple d'accompagnement des chambres en fait, dessus. Du coup, Stéphanie Ambrosino. Du coup, là, au niveau de l'intervention des chambres d'agriculture, de ce que je comprends, on intervient beaucoup en élevage sur, les diagnostics, sur l'accompagnement. Vous intervenez beaucoup en Nord-Pas-de-Calais au niveau des grandes cultures et tu disais, Alice, que enfin, sur les haies, ça, c'était au tout début, en fait, du lancement, enfin, de l'accompagnement des chambres?
Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, l'accompagnement des chambres est prêt. En fait, tous les conseillers sont formés, donc tout le monde est en capacité de le faire. Après, France Carbone Gris, en fait, ne lance pas d'appel à projets spécifiques parce que, déjà, c'est plus compliqué d'aller vendre des tonnes de carbone à 80 € qu'à 32, donc pour eux, c'est plus complexe. Et donc, les régions qui ont travaillé dessus, donc c'est, Pays de Loire et la Normandie. Et donc en fait, eux, ils passent par, leur association, locale, donc les Symbioses, dont on parlait hier du coup, mais, c'est les Symbioses qui, font ce travail de recherche de financement au niveau local. Et donc, nous, Symbiose Hauts-de-France a été créé là, à Terre de Gym, début septembre, et donc l'idée, c'est aussi d'atterrir, à ce niveau-là dans quelque temps. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai encore une question. J'ai encore du mal à... J'entends aussi parler de diagnostic ATAE et enfin, par rapport à tout ce qui est carbone, moi, c'est un outil parmi les autres ou ça n'a rien à voir? Je peux répondre si tu veux, Alice. Vas-y. Hein. ATAE, c'est accompagnement à la transition agroécologique. L'objectif est un peu différent, hein. Donc, il y a plusieurs programmes, de toute façon, en ce moment, qui se recoupent un petit peu en ce moment ou qui vont arriver l'année prochaine. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine confusion entre les différents programmes. ATAE, c'est vraiment agroécologie et c'est une vision d'approche très globale, hein, de l'exploitation. Donc, c'est une approche globale, mais avec une vision agroécologique. Donc, ça va être beaucoup tourné sur notamment à 80% sur l'agronomie. La partie carbone là qu'on parle, il y a des éléments qui vont se recouper, par exemple la valorisation des prairies, etc. Mais l'objectif est pas le même, hein. Et on a des leviers d'action qui seront pas forcément les mêmes. Et dans certains cas, ça peut être même opposé, hein. Je vais donner l'exemple au niveau du lait. Au niveau d'Atae, on essaye d'avoir des niveaux laitiers pas forcément trop élevés, parce qu'on essaye d'avoir des leviers qui sont adaptés à l'environnement agronomique, technique, climatique de l'exploitation. Alors qu'avec le crédit carbone, on essayera d'avoir des niveaux un peu plus élevés pour limiter le nombre au niveau du cheptel. Et c'est là qu'au niveau des chambres, on peut aussi à faire un apport, c'est-à-dire il faut arriver à bien déterminer les enjeux, les priorités, et puis trouver l'équilibre entre les différents impératifs. On pourrait parler de la même chose, c'est la même chose avec la biodiversité, hein, on n'en parle jamais, mais entre biodiversité et puis le carbone, tout pousse en ce moment à ce qu'on soit plus intensif au niveau des prairies, mais ça a des conséquences évidemment sur la biodiversité des prairies, hein. On parle toujours des haies, mais c'est bien de voir aussi ce qu'il y a dans les prairies. Donc il faut trouver un équilibre en fonction des objectifs de l'exploitant, hein. Et d'un point de vue, très pratico-pratique, en fait, pour rentrer dans les crédits carbone, il faut passer par des outils qui sont labellisés par le ministère, et donc on est contraint aussi sur ces outils-là, on n'a pas trop le choix, à moins qu'on aille faire labelliser d'autres outils, mais aujourd'hui, on est contraint par ceux-là. Le carbone, c'est hyper cadré, hein. Je veux dire, c'est beaucoup plus souple en Ataï. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Ou c'était clair du coup? Bon, je pense que c'était bon. On a tenu le timing en finissant, à l'heure, donc c'est parfait. Donc dans tous les cas, le replay, sera, disponible, et puis, n'hésitez pas, à nous recontacter si vous avez des questions, par la suite. Merci à tous et bonne journée.